Le regard ambré du lynx affamé transperça Claire jusqu'à l'âme, défiant toute logique de survie sauvage, alors qu'il revenait inexplicablement dans son jardin chaque nuit. Quand elle découvrit des traces de sang sur la neige près de l'abri qu'elle avait construit, Claire comprit que ce prédateur blessé lui confiait un secret qui allait bouleverser sa vie à jamais. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter en précisant depuis quelle partie du monde tu nous regardes. C'est parti! Dans les montagnes escarpées des Alpes françaises, là où les pins centenaires et les sapins majestueux se dressent fièrement contre le ciel, la nature suit son cours immuable. L'hiver, particulièrement rigoureux cette année, avait recouvert le paysage d'un épais manteau blanc, transformant la région en un royaume de glace et de silence. C'est dans ce théâtre sauvage que Lyra, une jeune femelle lynx boréale, luttait pour sa survie. Son pelage tacheté, normalement épais et lustré, semblait maintenant terne et collé à son corps amaigri. Ses yeux ambrés, habituellement perçants, reflétaient désormais une faim dévorante qui lui tordait les entrailles. À 3 ans, Lyra était encore relativement jeune pour un lynx, mais les cicatrices visibles sur son flanc gauche témoignaient d'une vie déjà marquée par les épreuves. Une rencontre avec un sanglier avait laissé ses traces, diminuant sa capacité à chasser efficacement. Chaque pas dans la neige profonde représentait un effort considérable, chaque mouvement calculé pour économiser sa précieuse énergie. La chasse, autrefois si naturelle, était devenue un défi insurmontable. Les lièvres et les tétras, ses proies habituelles, semblaient avoir disparu, ou peut-être ses blessures l'empêchaient-elles simplement de les capturer. Poussée par l'instinct de survie, Lyra s'aventurait de plus en plus près des habitations humaines, franchissant cette frontière invisible que les animaux sauvages respectent habituellement. L'odeur de nourriture l'attirait irrésistiblement vers le bas de la vallée, vers le petit village de Saint-Martin-sur-Lac, niché entre les montagnes comme un refuge contre la rudesse de l'hiver. À la lisière du village, légèrement en retrait des autres maisons, se trouvait un chalet en bois dont la cheminée fumante promettait chaleur et vie. C'est là que vivait Claire Dufresne, une femme de 52 ans aux cheveux poivre et sel et au regard aussi bleu que les lacs de montagne. Après une carrière trépidante comme photographe animalière pour les plus grands magazines internationaux, Claire avait choisi de poser ses valises dans ce coin reculé des Alpes, cherchant la tranquillité et la proximité avec cette nature qu'elle avait passé sa vie à immortaliser. Son chalet, modeste mais chaleureux, était entouré d'un jardin qui, en été, débordait de fleurs sauvages et de plantes aromatiques. Maintenant enseveli sous la neige, il n'était plus qu'une étendue blanche ponctuée par quelques arbres fruitiers et un petit potager protégé par une serre artisanale. Mais Claire, fidèle à ses habitudes et à son amour pour la faune, continuait de déposer des graines pour les oiseaux et quelques restes de viande pour les renards qui passèrent parfois. Ce matin-là, en buvant son café près de la fenêtre qui donnait sur le jardin enneigé, Claire remarqua des traces inhabituelles dans la neige. Plus grandes que celles d'un renard, trop précises pour être celles d'un chien errant. Son instinct de photographe animalière s'éveilla immédiatement. Elle connaissait ses empreintes. Un lynx avait traversé son jardin. Intriguée, Claire enfila rapidement son manteau et ses bottes pour examiner de plus près ces traces inattendues. Suivant le chemin formé par les empreintes, elle constata que l'animal avait fait le tour de sa propriété, s'était arrêté près de la petite remise où elle stockait la nourriture pour les oiseaux, puis avait disparu dans les bois adjacents. Claire sentit son cœur s'accélérer. En 20 ans de photographie animalière, elle n'avait réussi à capturer des images de lynx que 3 fois, tant ces félins étaient discrets et méfiants. Un lynx si près des habitations, ce n'est pas normal, murmura-t-elle pour elle-même, un pli soucieux barrant son front. Les lynx étaient des créatures farouches qui évitaient généralement tout contact avec les humains. Quelque chose avait poussé celui-ci à s'aventurer si près du village.
Les jours suivants, Claire remarqua que les restes de viande qu'elle laissait pour les renards disparaissaient systématiquement pendant la nuit. Et chaque matin, de nouvelles traces de lynx apparaissaient dans la neige fraîche. L'animal revenait attiré par cette source de nourriture facile. Déterminée à en savoir plus, Claire installa l'une de ses caméras de surveillance, utilisée autrefois pour ses reportages, face à l'endroit où elle déposait la nourriture. La première nuit ne donna rien, mais la deuxième récompensa sa patience. Les images nocturnes révélèrent une jeune femelle lynx, visiblement amaigrie, qui s'approchait avec précaution pour s'emparer des morceaux de viande avant de disparaître rapidement dans l'obscurité. La pauvre, souffla Claire en examinant les images, notant la démarche légèrement boiteuse et les côtes visibles sous le pelage de l'animal. Elle est blessée ou malade. Une vague de compassion submergea Claire. Pendant des années, elle avait observé et photographié les animaux sauvages sans jamais intervenir, respectant la règle d'or de ne pas interférer avec la nature. Mais là, face à la souffrance évidente de ce magnifique félin, quelque chose en elle se rebellait contre cette non-intervention. Elle appela immédiatement son ami Jean-Marc Rousseau, vétérinaire et responsable du programme de réintroduction des lynx dans la région. Un lynx qui s'approche des habitations est probablement en difficulté, confirma Jean-Marc au téléphone. Si tu peux continuer à l'observer et me transmettre des images plus détaillées, je pourrai évaluer son état. Mais Claire, ne t'attache pas trop. La nature suit son cours et nous ne pouvons pas sauver chaque animal en détresse. Je sais, répondit Claire, bien que son cœur lui disait le contraire. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Les jours suivants, Claire augmenta progressivement la quantité de nourriture qu'elle laissait dehors, ajoutant des suppléments nutritionnels recommandés par Jean-Marc. Elle installa d'autres caméras autour de sa propriété, créant un véritable réseau de surveillance pour suivre les allées et venues du lynx qu'elle avait commencé à appeler Lyra, en référence à la constellation visible dans le ciel nocturne au-dessus de sa maison. Chaque soir, Lyra revenait, de moins en moins méfiante, passant un peu plus de temps dans le jardin à chaque visite. Claire observait avec fascination ce ballet nocturne, admirant la grâce naturelle du félin malgré sa condition affaiblie. À travers l'objectif de ses caméras, elle pouvait maintenant clairement voir la blessure sur le flanc de Lyra, partiellement cicatrisée mais encore enflammée. Elle a dû avoir une mauvaise rencontre, expliqua Jean-Marc, après avoir examiné les nouvelles images. Peut-être un sanglier ou une chute. Ça l'empêche de chasser efficacement. C'est pour ça qu'elle s'aventure près des habitations. « On peut l'aider ?» demanda Claire, incapable de cacher l'espoir dans sa voix. Jean-Marc soupira à l'autre bout du fil. « Claire, tu sais comment ça fonctionne. Nous n'intervenons que lorsque c'est absolument nécessaire et généralement ça signifie capturer l'animal pour le soigner puis le relâcher. C'est traumatisant pour un félin sauvage comme le lynx. Mais si elle continue à s'affaiblir, surveille-la encore quelques jours. Si son état se dégrade, on avisera. Mais rappelle-toi, la sélection naturelle peut sembler cruelle, mais c'est ainsi que fonctionne l'équilibre des écosystèmes. » Claire raccrocha, frustrée par cette réponse qu'elle connaissait pourtant par cœur. Combien de fois avait-elle elle-même expliqué ce principe à des stagiaires ou à des lecteurs émus par ses reportages sur des animaux en difficulté? Cette nuit-là, incapable de dormir, Claire se leva pour regarder par la fenêtre, espérant apercevoir Lyra. La lune pleine illuminait le jardin d'une lueur argentée, transformant le paysage enneigé en un décor féerique. Et là, majestueuse malgré sa maigreur, se tenait Lyra au milieu du jardin, immobile, ses yeux brillants fixés sur la maison, comme si elle savait que Claire l'observait. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et pendant un instant suspendu dans le temps, Claire sentit une connexion inexplicable avec ce prédateur sauvage. Ce n'était plus un simple sujet de photographie ou un animal à observer.
C'était une âme luttant pour sa survie, tout comme Claire avait lutté après la perte de son mari dans un accident d'alpinisme 5 ans plus tôt. C'est à ce moment précis que Claire prit sa décision. Protocole et règles d'éthique professionnelle mis à part, elle allait faire tout son possible pour aider Lyra à se rétablir. Non pas en la capturant ou en interférant directement, mais en lui offrant un sanctuaire temporaire, un répit dans sa lutte quotidienne pour la survie. Le lendemain matin, Claire commença à aménager un abri discret à la lisière de son jardin, utilisant des branches et des planches de bois pour créer un espace protégé des intempéries où Lyra pourrait se reposer si elle le souhaitait. Elle disposa la nourriture plus loin de la maison maintenant, près de cet abri improvisé, espérant que le lynx comprendrait son intention. « Je sais que je ne devrais pas faire ça », murmura Claire en terminant son installation. Mais parfois, même la nature a besoin d'un petit coup de pouce. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette décision allait non seulement changer le destin de Lyra, mais également bouleverser sa propre existence d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours suivants établirent une routine étrange entre Claire et sa visiteuse sauvage. Chaque soir, à la tombée de la nuit, Claire déposait de la nourriture, principalement du poulet cru et occasionnellement du gibier obtenu auprès du boucher du village qui comprenait sa passion pour la faune locale. Puis elle se retirait dans son chalet, éteignant les lumières extérieures pour ne pas effrayer Lyra. Assise dans l'obscurité près de la fenêtre, une tasse de thé fumant entre les mains, Claire attendait patiemment l'arrivée du lynx. Ses caméras infrarouges continuaient de filmer, mais rien ne remplaçait l'observation directe, cette connexion presque mystique qu'elle ressentait lorsqu'elle apercevait la silhouette élégante de Lyra se glisser entre les ombres. Au fil des semaines, un changement subtil s'opéra. Le lynx arrivait plus tôt, parfois avant le coucher complet du soleil, comme si l'animal avait compris que ce territoire particulier ne représentait pas une menace. Sa démarche semblait moins hésitante, son corps moins émacié. La nourriture régulière et les suppléments nutritionnels commençaient visiblement à faire effet. Elle reprend des forces, constata Claire avec satisfaction en examinant les dernières images capturées par ses caméras. La blessure sur le flanc de Lyra, bien que toujours visible, paraissait moins enflammée. Fière de ses progrès, Claire décida de partager les images avec Jean-Marc. Le vétérinaire, après un examen minutieux, fut forcé d'admettre que l'état de Lyra s'améliorait. « C'est impressionnant », concéda-t-il, « mais reste prudente, Claire. Ne t'implique pas trop. Dès qu'elle sera suffisamment rétablie, il faudra cesser progressivement le nourrissage pour qu'elle reprenne ses habitudes de chasse. » Claire acquiesça, bien qu'une part d'elle redoutait déjà ce moment. Chaque soir passé à observer Lyra avait renforcé ce lien inexplicable qu'elle ressentait envers l'animal. Dans les yeux ambrés du félin, elle voyait une force et une résilience qui faisaient écho à sa propre expérience. Après la mort de Paul, son mari, Claire s'était elle aussi retrouvée blessée, non pas physiquement mais émotionnellement, luttant pour survivre dans un monde qui lui semblait soudain hostile et vide de sens. C'était la nature qui l'avait sauvée, ces longues randonnées solitaires dans les montagnes, où chaque respiration, chaque pas devenait un acte de résistance contre le chagrin qui menaçait de l'engloutir. « Nous sommes toutes les deux des survivantes, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle un soir à Lyra, qui, pour la première fois, était restée dans le jardin après avoir mangé, s'étirant confortablement sous l'abri que Claire avait construit. L'hiver commençait doucement à relâcher son emprise sur la montagne. Les journées s'allongeaient, et par endroits, la neige fondait pour révéler les premières pousses vertes du printemps naissant. Claire espérait que cette amélioration des conditions naturelles aiderait également Lyra dans son rétablissement. Un matin, alors qu'elle se rendait au village pour faire ses courses hebdomadaires, Claire fut interpellée par Maurice, le garde forestier local, un homme d'une 60aine d'années, dont le visage buriné témoignait d'une vie passée en extérieur. « Claire, tu as une minute ?»
demanda-t-il, l'expression inhabituellement sérieuse. Bien sûr, Maurice. Quelque chose ne va pas? J'ai reçu des signalements concernant un lynx rôdant près des habitations. Plusieurs personnes l'ont aperçu, notamment du côté de chez toi. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle avait espéré que les visites de Lyra passeraient inaperçues. « Oh, vraiment ?» répondit-elle, s'efforçant de paraître surprise. « J'ai effectivement remarqué des traces dans mon jardin, mais je n'ai pas vu l'animal directement. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge, se dit-elle pour apaiser sa conscience. Elle n'avait jamais vu Lyra autrement qu'à travers une fenêtre ou sur ses caméras. Maurice la scruta avec un regard pénétrant qui suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu. Les lynx sont normalement craintifs et évitent les humains. S'il revient régulièrement, c'est peut-être qu'il trouve quelque chose qui l'attire. Peut-être les petits animaux qui viennent manger les graines que je laisse pour les oiseaux, suggéra Claire, détestant cette dissimulation mais sentant le besoin de protéger Lyra. Possible, concéda Maurice, mais sois vigilante. Un prédateur sauvage qui perd sa méfiance envers les humains peut devenir problématique. Certains au village commencent à s'inquiéter pour leurs animaux domestiques et leurs enfants. « Je comprends », dit Claire, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Je ferai attention. » Sur le chemin du retour, les paroles de Maurice résonnaient dans son esprit. Elle n'avait pas envisagé que ses actions puissent créer des problèmes. Son intention était simplement d'aider un animal en détresse, pas de modifier son comportement au point de le mettre en danger ou de mettre d'autres en danger. En arrivant chez elle, Claire fut accueillie par une surprise de taille. Lyra était là, en plein jour, allongée paisiblement dans l'abri à la lisière du jardin. Jamais encore le lynx ne s'était montré en pleine journée, préférant la sécurité de l'obscurité. Claire resta figée, n'osant faire un mouvement brusque qui pourrait effrayer l'animal. Lentement, elle sortit son téléphone et prit quelques photos, captivée par ce moment inédit. Lyra, alertée par le léger bruit, tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant qui sembla s'étirer indéfiniment, elles s'observèrent mutuellement. Contrairement à ce que Claire aurait pu craindre, Lyra ne s'enfuit pas. Elle se contenta de cligner lentement des yeux, presque comme un signe de reconnaissance, avant de se lever avec grâce, de s'étirer longuement et de s'éloigner d'un pas tranquille vers les bois. Cette rencontre en plein jour marqua un tournant. Claire comprit que le comportement de Lyra changeait effectivement, et bien que cela la touche profondément, les avertissements de Maurice et de Jean-Marc résonnaient maintenant avec plus de force. Était-elle vraiment en train d'aider Lyra, ou la mettait-elle en danger en l'habituant à la présence humaine? Cette question la tourmentait encore lorsqu'elle reçut un appel de Jean-Marc le lendemain matin. « Claire, il faut qu'on parle, » dit-il sans préambule. « Je viens de recevoir un appel du maire. Des habitants s'inquiètent de la présence répétée d'un lynx près du village. Ils veulent que nous intervenions. » « Intervenir comment ?» demanda Claire, la gorge serrée. « Certains parlent de capture et de relocalisation. D'autres, enfin, tu sais comment sont certaines personnes quand elles ont peur. » Claire sentit la colère monter en elle. Lyra ne représente aucun danger. Elle est juste blessée et cherche à survivre. « Lyra ?» répéta Jean-Marc surpris. « Tu lui as donné un nom ?» Claire se mordit la lèvre, consciente de son erreur. Nommer un animal sauvage était le premier pas vers une anthropomorphisation que tout scientifique cherchait à éviter. « C'est juste pour la différencier dans mes notes, » balbutia-t-elle. « Claire », la voix de Jean-Marc était douce mais ferme. « Je comprends ton attachement, mais c'est exactement pour ça que les protocoles existent. » Pour nous empêcher de prendre des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la science. La science sans compassion n'est que technique, répliqua Claire, citant une phrase que Paul répétait souvent. Jean-Marc soupira. Écoute, je vais essayer de temporiser au village, mais il faut que tu réduises progressivement le nourrissage.
Pour son bien à elle, Claire, un lynx trop habitué aux humains finit toujours par avoir des problèmes. Après avoir raccroché, Claire s'assit lourdement sur une chaise, le regard perdu dans le vague. La situation lui échappait, prenant une ampleur qu'elle n'avait pas anticipée. Ce qui avait commencé comme un geste de compassion envers un animal blessé menaçait maintenant de devenir une controverse au sein de la petite communauté. Cette nuit-là, lorsque Lyra apparut comme à son habitude dans le jardin, Claire la regarda avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Le lynx semblait plus fort, sa démarche plus assurée, son pelage retrouvant peu à peu son lustre d'antan. Mais cette amélioration même créait un dilemme. Plus Lyra paraissait en santé, plus Claire devrait se résoudre à mettre fin à leur étrange relation. Comme si elle percevait le trouble de Claire, Lyra s'arrêta au milieu du jardin et tourna son regard vers la fenêtre où se tenait la femme. Dans ses yeux ambrés brillait une intelligence qui semblait transcender la barrière des espèces. « Que dois-je faire ?» murmura Claire, sachant pertinemment que la réponse n'était pas simple. L'équilibre entre aider et nuire était aussi fragile que l'écosystème montagnard lui-même. Dehors, les premiers flocons d'une nouvelle tempête de neige commençaient à tomber, comme pour rappeler que malgré les signes prometteurs du printemps, l'hiver n'avait pas encore dit son dernier mot. Et dans ce paysage blanc qui se reformait, la silhouette élégante de Lyra se détachait comme un symbole à la fois de la fragilité et de la ténacité de la vie sauvage. La tempête se déchaîna toute la nuit, rugissant autour du chalet avec une violence qui rappelait à Claire pourquoi les anciens parlaient de la montagne comme d'une entité vivante, tantôt bienveillante, tantôt courroucée. Les rafales faisaient grincer la structure en bois et la neige s'accumulait rapidement, effaçant les traces de pas et reformant une couverture immaculée sur le paysage. Claire ne dormit presque pas, son esprit oscillant entre inquiétude pour Lyra et préoccupation concernant la situation au village. Elle se leva plusieurs fois pour vérifier si le lynx était revenu chercher refuge dans l'abri qu'elle avait construit, mais la visibilité était trop mauvaise pour distinguer quoi que ce soit au-delà de quelques mètres. Au petit matin, la tempête s'était calmée, laissant place à un silence assourdissant, cette qualité particulière du silence après la neige qui semble absorber tous les sons. Claire enfila rapidement ses vêtements d'hiver et sortit inspecter les dégâts. Une couche de près de 50 cm de neige fraîche recouvrait tout, et plusieurs branches d'arbres avaient cédé sous le poids. Son cœur fit un bond lorsqu'elle aperçut des traces fraîches menant à l'abri. Elle s'approcha prudemment et, à sa grande surprise, découvrit Lyra blottie à l'intérieur, les yeux mi-clos, visiblement épuisée mais vivante. « Tu as réussi à traverser cette tempête », murmura Claire avec admiration. Normalement, Lyra aurait dû s'enfuir à son approche, mais l'animal se contenta de la regarder sans bouger. C'est alors que Claire remarqua quelque chose d'alarmant, du sang sur la neige près des pattes arrière du lynx. « Tu es blessé à nouveau ?» Claire s'accroupit à distance respectueuse, essayant d'évaluer la situation sans effrayer l'animal. Le lynx émit un son étrange, presque un gémissement, puis se déplaça légèrement, révélant la source de son inconfort. Claire porta la main à sa bouche, stupéfaite. Sous le corps de Lyra, à moitié dissimulé par sa fourrure, se trouvaient deux minuscules formes tremblantes. « Des petits », souffla Claire incrédule. « Tu as mis bas pendant la tempête. » La réalité la frappa de plein fouet. Lyra n'était pas seulement venue chercher de la nourriture ces dernières semaines. Elle cherchait un lieu sûr pour donner naissance à ses petits. Et dans ce moment de vulnérabilité extrême, c'était le jardin de Claire qu'elle avait choisi, cet espace entre sauvage et domestiqué qui offrait une forme de protection. L'émotion submergea Claire. La confiance que lui témoignait ce prédateur sauvage était un cadeau inestimable, une connexion rare entre deux mondes habituellement séparés. Mais cette situation changeait complètement la donne. Un lynx solitaire près des habitations était une chose. Une mère lynx avec ses petits,
en était une autre, bien plus complexe. Claire recula lentement, ne voulant pas stresser davantage la nouvelle mère. Elle retourna au chalet et appela immédiatement Jean-Marc. « Des petits ?» répéta-t-il, incrédule. « Tu es certaine ?»« Absolument. 2, d'après ce que j'ai pu voir. Ils viennent de naître, probablement pendant la tempête. » Un long silence suivit cette révélation. Claire pouvait presque entendre les rouages de la réflexion scientifique s'activer dans l'esprit de Jean-Marc. « C'est inattendu, » dit-il finalement, « et ça complique considérablement les choses. » « Comment ça ? Une mère lynx avec des nouveau-nés représente un défi différent. Elle sera plus territoriale, potentiellement plus agressive si elle perçoit une menace pour ses petits. Et si elle s'est établie près de chez toi pour la mise bas, elle risque d'y rester plusieurs mois. »« Mais c'est merveilleux, non ?» insista Claire, ne comprenant pas immédiatement la réserve de Jean-Marc. C'est une opportunité unique d'observation, un signe que la population de lynx se porte bien dans la région. Scientifiquement, oui, c'est fascinant, concéda Jean-Marc. Mais pratiquement, avec les inquiétudes déjà existantes au village, je crains que cette nouvelle ne fasse qu'intensifier les appels à l'intervention. Claire sentit un frisson d'appréhension parcourir son échine. « Qu'est-ce que tu suggères ?»« Pour l'instant, rien. Continue de l'observer, mais sans t'approcher. Les premières semaines sont cruciales pour l'établissement du lien maternel. Je vais contacter l'Office français de la biodiversité pour les informer et demander des conseils. Mais Claire... » Il hésita. « Ne parle de ses petits à personne d'autre pour le moment. Pas même à Maurice. » La gravité dans sa voix ne fit qu'accentuer l'inquiétude de Claire. Après avoir raccroché, elle resta longuement immobile, contemplant la neige qui continuait de tomber doucement à présent, comme si la nature elle-même avait décidé de jeter un voile protecteur sur le secret de Lyra. Pendant les jours qui suivirent, Claire respecta scrupuleusement la distance avec la petite famille, se contentant d'observer depuis ses fenêtres et de déposer de la nourriture à proximité de l'abri quand Lyra s'absentait brièvement. Ses caméras lui permirent de capturer des images extraordinaires de la mère avec ses petits, des moments de tendresse sauvage rarement observés, la langue rugueuse du lynx nettoyant méticuleusement ses progénitures, les premières tentatives maladroites des petits pour se tenir sur leurs pattes. Ces images étaient un trésor que Claire gardait précieusement, partageant uniquement quelques-unes des moins révélatrices avec Jean-Marc pour son évaluation professionnelle. « Il se développe normalement », confirma-t-il après avoir examiné les séquences. « La mère semble en bonne santé également. Sa blessure antérieure a presque complètement guéri. »« Alors, c'est une réussite, » conclut Claire avec fierté. « Mon intervention a peut-être sauvé non pas un, mais 3 lynx. »« C'est possible, » admit Jean-Marc, « mais n'oublie pas que le véritable succès sera de les voir retourner complètement à l'état sauvage, sans dépendance envers les humains. » Claire savait qu'il avait raison, même si une part d'elle-même s'attristait déjà à l'idée de voir Lyra et ses petits disparaître dans la forêt pour ne plus jamais revenir. Sa bulle de contemplation paisible éclata brutalement un après-midi lorsque des coups insistants retentirent à sa porte. Claire sursauta, craignant instinctivement que quelqu'un ait découvert la présence de Lyra. Ses appréhensions se confirmèrent quand elle ouvrit pour trouver Maurice sur le seuil, accompagné d'André Lefort, un éleveur local connu pour son tempérament bouillant. « Claire, » commença Maurice, visiblement mal à l'aise, « nous devons parler de la situation avec le lynx. »« Les lynx » corrigea André avec un regard accusateur. « Mes voisins ont vu la femelle avec 2 petits près du ruisseau ce matin. Elle a manqué de peu d'attraper l'un de leurs chats. » Claire sentit son sang se glacer. Lyra s'était aventurée plus loin dans le village, exactement ce que Jean-Marc redoutait. « Entrez, » dit-elle, tentant de garder une voix calme. « Parlons-en à l'intérieur. » Une fois installée dans son salon, tasse de café fumant devant eux, Claire tenta d'adopter une attitude professionnelle, celle de la photographe animalière expérimentée, plutôt que de la protectrice émotive qu'elle était devenue. «
Les lynx sont des animaux protégés, commença-t-elle, et extrêmement importants pour l'équilibre de notre écosystème. Ils régulent naturellement les populations de chevreuils et de lièvres. Nous savons tout ça, l'interrompit André avec impatience. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'ils se rapprochent trop des habitations. Et maintenant avec des petits. Il laissa sa phrase en suspens, lourde de sous-entendus. Ce que André essaie de dire, intervint Maurice plus diplomatiquement, c'est que la situation évolue d'une manière qui inquiète les habitants. Le conseil municipal se réunit demain soir pour en discuter. Nous voulions t'en informer en personne, compte tenu de ton expertise. Claire comprit le message implicite. Il soupçonnait son implication mais lui offrait une chance de s'expliquer, de participer à la recherche d'une solution. « Je serai présente », promit-elle, « et je contacterai Jean-Marc Rousseau pour qu'il vienne également. Il pourra expliquer les options disponibles d'un point de vue scientifique. » Après leur départ, Claire s'empressa d'appeler Jean-Marc pour l'informer de ce développement inquiétant. « C'était à prévoir », soupira-t-il. « Une réunion publique, ça va être délicat. Il y aura des voies pour la capture et la relocalisation forcée. » « Et d'autres options ?» demanda Claire, redoutant la réponse. « Peu, malheureusement. Les lynx avec petits sont particulièrement difficiles à déplacer avec succès. Le stress peut conduire à l'abandon des petits ou à des comportements imprévisibles. Dans le pire des cas, si elle était considérée comme une menace persistante pour le bétail ou les animaux domestiques. » Il n'acheva pas sa phrase, mais Claire comprit l'implication terrible. L'abattage était parfois la solution retenue en dernier recours, bien que rarement appliquée pour des espèces protégées comme le lynx. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Claire sortit silencieusement dans son jardin. La lune éclairait faiblement la neige, créant un paysage éthéré de bleu et d'argent. Elle s'approcha prudemment de l'abri et s'assit à quelques mètres, simplement pour être proche de cette famille sauvage qui avait, sans le savoir, transformé sa vie. Comme si elle avait senti sa présence, Lyra apparut à l'entrée de l'abri, ses yeux brillants dans l'obscurité. Les deux femelles se regardèrent longuement, une mère en comprenant intuitivement une autre. « Je te protégerai », murmura Claire dans la nuit, une promesse aussi solennelle que silencieuse, qui flotta dans l'air glacé comme une prière. La salle communale de Saint-Martin-sur-Lac était rarement aussi pleine. Ce soir-là, il semblait que l'ensemble du village s'était déplacé pour la réunion extraordinaire du conseil municipal. L'atmosphère était électrique, chargée d'appréhension et d'opinions contradictoires qui se manifestaient déjà dans les conversations animées avant même le début officiel des débats. Claire prit place au fond de la salle, préférant observer la situation avant d'intervenir. Jean-Marc arriva peu après, s'asseyant à ses côtés avec un hochement de tête discret. Il avait apporté une mallette contenant des documents et des photographies, des preuves scientifiques pour soutenir leur plaidoyer en faveur des lynx. « Comment vont-ils » murmura-t-il, se penchant vers Claire. « Bien, les petits sont de plus en plus actifs. Lyra est une excellente mère. » Jean-Marc esquissa un sourire, touché malgré lui par cette note personnelle. « Rappelle-toi, nous devons rester objectifs ce soir, présenter des faits, pas des émotions. » Claire acquiesça, bien qu'au fond d'elle-même, elle savait que son attachement à Lyra allait bien au-delà de l'intérêt scientifique. Le maire, Bernard Mercier, un homme robuste dans la soixantaine avec des décennies d'expérience dans la gestion des problématiques montagnardes, ouvrit la séance en exposant les faits connus. Présence confirmée d'une femelle lynx avec 2 petits aux abords du village, plusieurs observations près des habitations et une tentative d'attaque présumée sur un chat domestique. Nous devons trouver un équilibre entre la préservation de notre faune sauvage et la sécurité de notre communauté, conclut-il avant d'ouvrir le débat au public. Comme prévu, André Lefort fut le premier à prendre la parole, sa voix portant sans effort jusqu'aux coins les plus reculés de la salle. « Ces prédateurs n'ont rien à faire si près de nos maisons », déclara-t-il fermement. « La prochaine fois,
Ce ne sera peut-être pas un chat qu'ils attaqueront, mais un enfant. Nous devons agir maintenant, avant qu'un drame ne se produise. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée, particulièrement parmi les familles avec de jeunes enfants et les propriétaires d'animaux domestiques. « Quelle action proposez-vous exactement ?» demanda le maire, cherchant à canaliser la discussion vers des solutions concrètes. « Capture et relocalisation, au minimum, » répondit André. « Et si cela n'est pas possible, nous devons envisager des mesures plus définitives. » Claire sentit son cœur se serrer à ces mots à peine voilés. Elle échangea un regard inquiet avec Jean-Marc, qui se leva pour prendre la parole. Avec l'autorité calme qui caractérisait sa longue carrière scientifique, Jean-Marc présenta d'abord les faits biologiques. Le lynx boréal, espèce protégée et essentielle à l'équilibre des écosystèmes alpins, son comportement territorial, ses habitudes de chasse et surtout, la rareté des interactions négatives avec les humains. En 40 ans d'observation documentée en Europe, aucune attaque de lynx sur un être humain n'a été confirmée, affirma-t-il. Contrairement à certaines croyances, ces félins évitent naturellement notre espèce. Alors comment expliquez-vous sa présence répétée près de nos maisons ? Intervint une voix dans l'assistance. Jean-Marc hésita brièvement, et Claire comprit qu'il évitait délibérément de mentionner son rôle dans le nourrissage de Lyra. Elle se sentit simultanément reconnaissante et coupable. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce comportement inhabituel, répondit-il diplomatiquement. Un hiver particulièrement rude, la recherche d'un territoire sûr pour la mise bas, ou quelqu'un qui l'attire volontairement, interrompit André, son regard accusateur se tournant directement vers Claire. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers elle, certains curieux, d'autres accusateurs. Claire savait que ce moment était inévitable, qu'elle devrait assumer la responsabilité de ses actions. Elle se leva lentement, le cœur battant mais déterminée à défendre Lyra. « C'est vrai », admit-elle d'une voix claire qui surprit même Jean-Marc. « J'ai aidé cette femelle lynx quand elle est arrivée dans mon jardin cet hiver, blessée et affamée. Sans intervention, elle serait probablement morte. » Des chuchotements indignés parcoururent l'assemblée, mais Claire poursuivit, sa voix gagnant en assurance. « Je comprends vos inquiétudes, vraiment. Mais ce que j'ai vu ces dernières semaines, ce n'est pas un prédateur dangereux. C'est une mère qui lutte pour la survie de ses petits, exactement comme n'importe lequel d'entre nous le ferait. » Elle sortit son téléphone et le connecta au projecteur de la salle, affichant quelques-unes des images les plus touchantes qu'elle avait capturées. Lyra nettoyant ses petits, les protégeant du froid, leur apprenant patiemment les premiers rudiments de la vie de lynx. « Regardez, » dit-elle simplement. « Est-ce vraiment cela que nous voulons détruire ?» L'impact des images était indéniable. Même les visages les plus hostiles s'adoucirent légèrement face à ces scènes de tendresse sauvage. Encouragée, Claire continua. « Je propose une solution alternative. Laissons cette famille tranquille jusqu'à ce que les petits soient suffisamment grands pour se déplacer en sécurité, quelques semaines tout au plus. Entre-temps, j'arrêterai complètement de la nourrir pour qu'elle recommence à chasser naturellement, mais loin des habitations. Jean-Marc et moi pouvons établir un périmètre de surveillance et alerter le village de tout changement de comportement. » Le maire, qui avait écouté attentivement, se tourna vers Jean-Marc. « Cette proposition vous semble-t-elle viable d'un point de vue scientifique ? » « Elle présente des risques, » admit Jean-Marc avec honnêteté, « mais moins que la capture forcée d'une mère avec des nouveau-nés, qui pourrait conduire à l'abandon ou même à la mort des petits. Avec un suivi rigoureux et la coopération de tous, je pense que c'est l'approche la plus équilibrée. » Un débat animé s'ensuivit, certains villageois soutenant la position de Claire tandis que d'autres, menés par André, continuaient d'exiger des mesures plus drastiques. Finalement, le maire imposa sa décision. « Nous adopterons une approche progressive. D'abord,
La solution proposée par Madame Dufresne, avec un suivi strict supervisé par le docteur Rousseau. Si, dans un délai de 3 semaines, la famille de Lynx n'a pas naturellement commencé à s'éloigner des habitations, nous reconsidérerons d'autres options, y compris la relocalisation assistée. Claire sentit un soulagement mitigé. Ce n'était pas une victoire complète, mais un sursis précieux pour Lyra et ses petits. Après la réunion, alors que les villageois se dispersaient dans la nuit, André l'approcha, son visage fermé mais dépourvu de l'hostilité qu'elle redoutait. « Je ne suis pas un monstre, vous savez, » dit-il calmement. « J'aime aussi les animaux, mais j'ai perdu 2 agneaux l'hiver dernier à cause des prédateurs, peut-être ce même lynx. » Claire fut surprise par cette confidence inattendue. « Je suis désolé pour vos pertes, André, vraiment. » 3 semaines, dit-il simplement, avant de tourner les talons. Pas un jour de plus. Sur le chemin du retour, Jean-Marc conduisait en silence, visiblement préoccupé. « Tu as pris un risque en admettant ton implication, » dit-il finalement. « L'OFB pourrait te sanctionner pour avoir nourri une espèce protégée sans autorisation. »« Je sais, » répondit Claire, « mais je ne pouvais pas continuer à mentir. » Et puis, les images ont eu l'effet escompté, non ? Jean-Marc esquissa un sourire. « Tu as toujours su comment utiliser la puissance des images. Paul serait fier. » La mention de son défunt mari toucha Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que ses actions auraient effectivement reçu l'approbation de Paul, lui qui l'avait initiée à l'éthique complexe de la photographie animalière. En arrivant chez elle, Claire fut accueillie par un spectacle inattendu. Sous le clair de lune, Lyra traversait le jardin, un petit lièvre dans la gueule, suivi de près par ses 2 petits qui trottinaient maladroitement dans la neige. La mère lynx déposa sa proie devant ses petits, les observant avec patience alors qu'ils s'approchaient prudemment, découvrant l'odeur et la texture de ce qui deviendrait bientôt leur nourriture principale. Claire resta figée près de sa voiture, n'osant pas interrompre cette leçon vitale. Elle réalisa que Lyra avait déjà commencé à chasser à nouveau, à enseigner à ses petits les compétences dont ils auraient besoin pour survivre dans la nature. « C'est bon signe, » murmura Jean-Marc, qui s'était arrêté à ses côtés. « Elle redevient sauvage. » Claire acquiesça, un mélange de fierté et de mélancolie l'envahissant. Chaque pas que Lyra faisait vers l'indépendance était à la fois une victoire pour sa mission de protection et un pas qui l'éloignait de cette connexion unique qu'elles avaient partagée. « 3 semaines, » répéta-t-elle, faisant écho aux paroles d'André. « Nous avons 3 semaines pour les préparer à une vie loin des humains. » Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le destin avait d'autres plans, et que le véritable test de leur engagement envers la protection de cette famille sauvage ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la réunion municipale furent intenses pour Claire et Jean-Marc. Ensemble, ils élaborèrent un plan méthodique pour encourager Lyra à s'éloigner progressivement des habitations, tout en documentant rigoureusement chaque étape du processus. La première phase consistait à réduire graduellement la quantité de nourriture fournie, tout en déplaçant les points d'alimentation de plus en plus loin dans la forêt. Claire avait tracé un itinéraire précis, créant une sorte de corridor sauvage qui s'éloignait du village pour mener vers une zone plus isolée des montagnes, riche en gibier et loin des sentiers de randonnée. « C'est comme créer un chemin de miettes de pain à l'envers », expliqua-t-elle à Jean-Marc, alors qu'ils installaient une caméra près du 3e point de nourrissage à près d'1 kilomètre de son chalet. « Au lieu de la conduire vers nous, nous l'invitons à retourner vers la nature. » Jean-Marc ajusta la caméra, impressionné malgré lui par la méticulosité de Claire. « Tu as pensé à tout. Paul t'a bien formé. » Claire sourit, touchée par cette référence à son défunt mari. Il disait toujours que comprendre un animal, c'est comprendre son monde tel qu'il le perçoit. Pour Lyra, ce monde doit être suffisamment attrayant pour compenser la sécurité qu'elle trouve près de chez moi. Le vétérinaire hocha la tête. «
observant les traces fraîches de lynx dans la neige. Elle a déjà commencé à explorer ce secteur. C'est encourageant. En parallèle de ce travail sur le terrain, Claire avait entrepris une démarche de sensibilisation auprès des villageois. Avec l'accord du maire, elle organisa une petite exposition dans la salle communale, présentant ses plus belles photographies de Lyra et ses petits, accompagnées d'informations sur l'écologie du lynx boréal et son rôle dans l'équilibre de l'écosystème montagnard. À sa grande surprise, l'exposition attira non seulement les habitants de Saint-Martin-sur-Lac, mais également des visiteurs des villages voisins, attirés par le bouche à oreille. Même quelques touristes de passage s'arrêtèrent, fascinés par cette histoire inhabituelle de cohabitation. Plus surprenant encore fut la visite d'André Lefort, qui parcourut l'exposition en silence, s'attardant particulièrement sur une série de clichés, montrant Lyra enseignant à ses petits comment se déplacer dans la neige profonde. « Vous avez du talent », concéda-t-il à Claire, son ton bourru légèrement adouci. « Mais ça ne change pas le fond du problème. »« Qui est ?» demanda Claire, curieuse de comprendre sa perspective. La nature sauvage et la civilisation ne peuvent pas se mélanger sans conséquence. Quand on brouille les frontières, quelqu'un finit toujours par souffrir. Sur ces paroles énigmatiques, il quitta l'exposition, laissant Claire méditative. Le 12e jour après la réunion, et donc à mi-chemin du délai accordé, Jean-Marc apporta des nouvelles encourageantes. L'analyse des données des caméras confirmait que Lyra passait désormais plus de temps dans la zone forestière éloignée que près du chalet de Claire. Mieux encore, les images nocturnes la montraient en pleine chasse, capturant avec succès des lièvres et même un jeune chevreuil. « Ses compétences de prédateur sont intactes », constata Jean-Marc avec satisfaction. « Et les petits commencent à l'imiter, c'est fascinant à observer. » Claire ressentit un mélange de fierté et de mélancolie. D'un côté, le plan fonctionnait parfaitement. De l'autre, Lyra s'éloignait d'elle un peu plus chaque jour. Elle ne l'avait pas vue directement depuis presque une semaine, se contentant des images capturées par les caméras. Ce soir-là, après le départ de Jean-Marc, Claire décida de vérifier l'abri près de son jardin, désormais rarement utilisé par la famille de lynx. La neige avait commencé à fondre par endroits, révélant les premières pousses vertes du printemps. L'air était plus doux, porteur de cette promesse de renouveau propre à la saison. En s'approchant de l'abri, Claire remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'entrée, habituellement impeccable, Lyra étant très soigneuse, était entourée de traces de lutte dans la neige. Des poils de lynx étaient éparpillés, et plus inquiétant encore, des gouttes de sang tachaient la neige fondante. Claire s'accroupit, examinant attentivement les indices, son cœur battant la chamade. Son expérience de photographe animalière lui permettait de lire les signes. Il y avait eu une confrontation ici, et récemment. Mais entre qui et quoi? Les traces plus larges qui s'entremêlaient avec celles de Lyra étaient indubitablement canines. Trop grandes pour être celles d'un renard, trop organisées pour être celles d'un loup. Des chiens, murmura-t-elle avec horreur. Des chiens domestiques ou errants avaient attaqué Lyra ou ses petits. Sans réfléchir davantage, Claire retourna précipitamment au chalet pour prendre une lampe torche, des jumelles nocturnes et son téléphone. Elle appela Jean-Marc, qui ne répondit pas, puis laissa un message vocal urgent, décrivant sa découverte. Ensuite, elle appela Maurice, le garde forestier, qui promit de la rejoindre dès que possible. L'obscurité commençait à tomber lorsque Claire s'enfonça dans la forêt, suivant les traces de sang et les empreintes. La piste menait vers l'est, s'éloignant du corridor qu'ils avaient soigneusement balisé pour Lyra. Chaque goutte de sang renforçait son angoisse. Avait-elle été gravement blessée? Et les petits, où étaient-ils? Après presque une heure de progression difficile dans la pénombre grandissante, Claire entendit un faible miaulement, un son qu'elle avait appris à reconnaître comme celui des petits lynx appelant leur mère. Son cœur fit un bond et elle accéléra le pas, tout en restant consciente du danger potentiel.
Dans une petite clairière bordée de pins éclairée par la lumière déclinante du jour, Claire découvrit un spectacle déchirant. L'un des petits lynx était recroquevillé sous un buisson, tremblant visiblement, tandis que l'autre gisait immobile à quelques mètres, une blessure visible sur son flanc. De Lyra, aucune trace. Claire approcha prudemment, parlant doucement pour ne pas effrayer davantage le petit survivant. Il la regarda avec des yeux dilatés par la peur, mais ne s'enfuit pas, peut-être trop faible ou reconnaissant son odeur familière. S'agenouillant près du second petit, Claire vérifia doucement sa respiration. Il était vivant, mais à peine, sa petite poitrine se soulevant faiblement. La blessure sur son flanc, probablement causée par la morsure d'un chien, saignait encore légèrement. « Où est ta maman ?» murmura Claire, scrutant les alentours. Lyra n'aurait jamais abandonné ses petits volontairement, surtout s'ils étaient le blessé. Soit elle avait été chassée par les chiens, soit... Claire n'osait pas compléter cette pensée. Elle enleva rapidement sa veste pour en faire un nid improvisé et y déposa délicatement le petit blessé. L'autre, encouragé par sa voix douce, s'approcha timidement, reniflant son frère avec inquiétude. Le craquement d'une branche fit sursauter Claire. Elle se retourna vivement, craignant le retour des chiens, mais ce fut le visage familier de Maurice qui émergea des ombres. « Claire, » dit-il gravement, s'approchant avec précaution, « j'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. » Son ton et son expression suffirent à Claire pour comprendre que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Les petits d'abord, » dit-elle fermement. « Celui-ci est grièvement blessé. Il faut l'emmener chez Jean-Marc immédiatement. » Maurice examina la situation et acquiesça. Avec des gestes précis révélant son expérience de la faune sauvage, il aida Claire à sécuriser les deux petits lynx pour le transport. Le blessé resta dans la veste transformée en nid, tandis que l'autre, plus méfiant, fut délicatement placé dans le sac à dos de Maurice, spécialement conçu pour le transport d'animaux sauvages en détresse. « Maintenant, » dit Claire une fois les petits installés, « montre-moi. » Maurice hésita, scrutant son visage avec compassion. « Tu es sûr? Ce n'est pas beau à voir. » Claire sentit un frisson glacial parcourir son échine, mais hocha fermement la tête. « Je dois savoir. » Le garde forestier la conduisit à travers un bosquet dense jusqu'à une petite ravine. Là, dans la lumière de leur lampe torche, gisait le corps sans vie de Lyra. Son magnifique pelage tacheté était souillé de sang, et les marques de morsures multiples révélaient la violence de l'attaque qu'elle avait subie. Claire s'effondra à genoux, un cri étouffé s'échappant de sa gorge. Toute la force et la grâce de ce prédateur majestueux avaient été réduites à néant, probablement en défendant ses petits contre une meute de chiens. « Je suis désolé », murmura Maurice, posant une main compatissante sur son épaule. Elle s'est battue courageusement. Les traces indiquent qu'elle a affronté au moins 3 chiens, peut-être 4. Claire ne pouvait détacher son regard du corps de Lyra, ses larmes coulant librement. Toutes ces semaines de soins, cette connexion qu'elle avait ressentie, l'espoir de voir cette famille retourner avec succès à la vie sauvage, tout s'était brutalement terminé dans cette ravine isolée. « À qui appartiennent ces chiens ?» demanda-t-elle finalement, une note de colère perçant à travers son chagrin. « Je ne sais pas encore, » répondit Maurice, « mais je te promets que nous le découvrirons. » Dans le sac à dos, le petit lynx émit un miaulement plaintif, rappelant Claire à l'urgence de la situation. Lyra était partie, mais ses petits avaient encore une chance, elle devait se ressaisir pour eux. « Allons-y, » dit-elle en se relevant, jetant un dernier regard à Lyra. « Nous reviendrons pour elle demain. Pour l'instant, ces petits ont besoin de nous. » Alors qu'ils repartaient vers le village, portant précieusement leur fragile cargaison, Claire sentit une détermination nouvelle naître en elle, émergeant de la douleur comme une flamme résistant au vent. La mort de Lyra ne serait pas vaine. D'une façon ou d'une autre, ses petits survivraient, elle s'en faisait la promesse. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire de Jean-Marc
fut interminable pour Claire. Assise sur le siège passager du véhicule de Maurice, elle tenait contre elle le petit lynx blessé, enveloppé dans sa veste, tandis que son frère, relativement indemne mais terrorisé, émettait des miaulements plaintifs depuis le sac à dos spécial posé sur ses genoux. « Tiens bon, petit », murmurait-elle, sentant la respiration de plus en plus faible du blessé. « On y est presque. » Jean-Marc les attendait sur le seuil de sa clinique, alerté par les messages de Claire. Son visage habituellement impassible trahissait son inquiétude lorsqu'il prit délicatement le petit lynx blessé des bras de Claire. « Emportez-le directement en salle de soins », ordonna-t-il à son assistante qui s'empressa d'obéir, puis se tournant vers Claire et Maurice, « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Tandis que Maurice expliquait leur découverte macabre, Claire restait silencieuse, son regard fixé sur la porte de la salle de soins où le destin du petit lynx se jouait maintenant. Dans ses bras, le second petit continuait de trembler, ses yeux jaunes, emplis de terreur. « Et celui-ci » demanda finalement Jean-Marc, désignant le petit rescapé. « Aucune blessure visible » répondit Claire, retrouvant sa voix. « Mais il est terrifié et probablement déshydraté. » Jean-Marc examina rapidement le second petit, confirmant l'évaluation de Claire. « Nous allons le garder en observation cette nuit, mais il semble aller bien physiquement. »« Et son frère ?» osa demander Claire, redoutant la réponse. Le vétérinaire soupira. « Le pronostic n'est pas bon. Lacération profonde au flanc, probable hémorragie interne. Maryse fait ce qu'elle peut, mais il faut être réaliste. » Les mots de Jean-Marc frappèrent Claire comme un coup physique. Après avoir perdu Lyra, l'idée de perdre également l'un de ses petits lui semblait insupportable. « Il doit survivre », dit-elle avec une intensité qui surprit les deux hommes. « Il le doit. » Jean-Marc posa une main apaisante sur son épaule. « Claire, nous ferons tout notre possible, tu le sais. Mais la nature... » « Ne me parle pas de la nature, » l'interrompit-elle avec véhémence. « Ce n'est pas la nature qui a tué Lyra et blessé son petit. Ce sont des chiens domestiques. Des chiens qui appartiennent à quelqu'un. » Maurice intervint, son ton mesuré contrastant avec l'émotion de Claire. « J'ai relevé des empreintes distinctives. D'après leur taille et leur configuration, je dirais des chiens de chasse, probablement des épagnols ou des setters. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires de ce type de chien dans la vallée. »« André Lefort, » murmura Claire, la colère remplaçant progressivement le chagrin dans sa voix. « Il a des épagnols pour la chasse au petit gibier, je les ai vus. »« Ne tirons pas de conclusions hâtives, » tempéra Maurice. « Plusieurs chasseurs dans la région possèdent des chiens similaires, et rien ne prouve qu'ils étaient en liberté, intentionnellement. » Claire n'était pas convaincue, mais avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, la porte de la salle de soins s'ouvrit. Maryse, l'assistante de Jean-Marc, en sortit, son expression grave faisant craindre le pire. « Il est stabilisé », annonça-t-elle, à la surprise générale, « mais les prochaines heures seront critiques. » Un soupir collectif de soulagement emplit la pièce. Claire sentit ses jambes faiblir sous le coup de l'émotion et Maurice la guida vers une chaise. « Je vais examiner le blessé », dit Jean-Marc, disparaissant dans la salle de soins. Le petit lynx dans les bras de Claire semblait s'être un peu calmé, épuisé par la peur et le stress. Ses yeux se fermaient par intermittence, luttant contre le sommeil, comme s'il craignait que s'abandonner à l'inconscience ne le rende vulnérable. « Tu es en sécurité maintenant », lui chuchota Claire, caressant doucement sa fourrure tachetée si semblable à celle de sa mère. Jean-Marc revint quelques minutes plus tard, son expression légèrement plus optimiste. « Maryse a fait un excellent travail. La plaie est suturée et nous avons commencé un traitement antibiotique. S'il passe la nuit, ses chances augmenteront considérablement. »« Je reste », déclara Claire, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Ils ont besoin d'une présence constante.
Et je ne crois pas que les laisser seuls soit une bonne idée après ce qu'ils ont vécu. Jean-Marc hésita, puis acquiesça. D'accord. De toute façon, nous devrons les nourrir toutes les 2 heures. Ton aide sera précieuse. Maurice, qui devait retourner à ses fonctions, promit de revenir le lendemain matin avec l'équipement nécessaire pour récupérer le corps de Lyra. « Je vais également commencer à enquêter sur ces chiens », ajouta-t-il avant de partir. Si quelqu'un les a laissés errer délibérément dans une zone où la présence de lynx était connue. Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Si négligence il y avait eu, des conséquences légales pourraient suivre. La nuit fut longue pour Claire et l'équipe vétérinaire. Toutes les 2 heures, ils nourrissaient les petits lynx avec un mélange spécial adapté à leur alimentation carnivore. Le petit blessé, que Claire avait commencé à appeler Léo, répondait faiblement mais positivement au traitement, tandis que son frère, surnommé temporairement Nico, reprenait progressivement des forces. Vers l'aube, alors que le soleil commençait à peine à éclairer les montagnes, la porte de la clinique s'ouvrit brusquement. André Lefort se tenait dans l'encadrement, son visage habituellement sévère marqué par une émotion que Claire n'aurait jamais cru y voir, la culpabilité. « C'était un mes chiens », annonça-t-il sans préambule, sa voix rauque trahissant une nuit sans sommeil. « Ils se sont échappés hier après-midi pendant que je réparais leur enclos. Je les ai cherchés toute la nuit. » Un silence pesant suivit cette confession. Claire sentit une vague de fureur monter en elle, mais Jean-Marc intervint avant qu'elle ne puisse parler. « Entrez, André, nous devons discuter de ce qui s'est passé et des conséquences. » L'éleveur s'avança dans la pièce, son regard s'attardant sur les 2 petits lynx, l'un endormi dans une cage de transport adaptée, l'autre, le blessé, sous perfusion dans un panier médicalisé. « Je ne voulais pas ça, » dit-il, sa voix trahissant une émotion authentique. « Quoi que vous pensiez de moi, je ne voulais pas qu'ils s'attaquent à ces animaux. » Claire lutta pour contenir sa colère. « Vos chiens ont tué Lyra. Elle s'est battue jusqu'à la mort pour protéger ses petits. » André baissa la tête, acceptant l'accusation sans se défendre. « Mes chiens ont été dressés pour chasser. Quand ils ont senti le lynx, leur instinct a pris le dessus. »« L'instinct ?» répéta Claire avec incrédulité. « Et la responsabilité du propriétaire ? Vous saviez qu'il y avait une mère lynx avec des petits dans la région. Tout le village le savait. » Jean-Marc posa une main apaisante sur le bras de Claire, puis se tourna vers André. « Il y aura des conséquences légales, vous en êtes conscient ? Le lynx est une espèce protégée. » André acquiesça gravement. « Je suis venu précisément pour ça, pour assumer mes responsabilités. » Puis, se tournant vers Claire, « Et aussi pour vous dire que je suis sincèrement désolé. Vous aviez raison à la réunion. Ces animaux méritaient une chance. » La sincérité évidente de ses remords désarma partiellement Claire. Sa colère, bien que toujours présente, se nuança de cette compréhension complexe qui naît parfois des tragédies, celle que personne n'avait vraiment souhaité ce dénouement, pas même ceux qui s'étaient opposés à sa démarche de protection. « Qu'arrivera-t-il aux petits maintenant ?» demanda André, semblant réellement préoccupé par leur sort. « S'ils survivent, » répondit Jean-Marc, « ils devront être placés dans un centre de réhabilitation spécialisé. Sans leur mère, leurs chances de survie à l'état sauvage sont pratiquement nulles, surtout à cet âge. » Ces mots ravivèrent l'inquiétude de Claire. Elle n'avait pas encore eu le temps de penser au-delà de la survie immédiate des orphelins. L'idée qu'ils pourraient être envoyés loin d'elle, dans un centre où ils deviendraient simplement des numéros dans un programme de conservation, lui serrait le cœur. Avant qu'elle ne puisse exprimer ses préoccupations, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Maurice accompagné du maire, Bernard Mercier. Leurs expressions graves indiquaient qu'ils étaient déjà au courant de la situation. « André, » commença le maire, « Maurice m'a informé de ce qui s'est passé.
Nous devrons en discuter officiellement, mais pour l'instant, ma préoccupation principale concerne ces orphelins. Léo ne pourra pas être déplacé avant plusieurs jours, intervint Jean-Marc, désignant le petit blessé. Son état est encore précaire. Le maire hocha la tête, puis se tourna vers Claire. Et après? Avez-vous réfléchi à ce qui serait mieux pour eux? Claire sentit tous les regards se poser sur elle. Elle qui avait commencé cette aventure en voulant simplement aider un lynx affamé, se retrouvait maintenant au centre d'une situation qui dépassait largement ce qu'elle avait pu imaginer. J'ai une idée, dit-elle finalement, une résolution nouvelle naissant en elle. Mais j'aurai besoin de l'aide de tous. Dehors, les premiers rayons du soleil illuminaient pleinement les montagnes maintenant, promesse d'un nouveau jour. Et dans cette lumière naissante, Claire commençait à entrevoir un chemin inattendu, non pas celui qu'elle aurait choisi, mais peut-être celui qui honorerait le mieux la mémoire de Lyra. 3 jours s'écoulèrent, durant lesquels la vie de Claire se réorganisa entièrement autour des petits lynx. Elle partageait son temps entre la clinique vétérinaire, où elle assistait Jean-Marc et Maryse dans les soins du petit Léo, et des recherches intensives sur son ordinateur portable, compilant des informations sur la réhabilitation des lynx orphelins. Léo avait survécu à la première nuit critique, puis à la seconde, sa volonté de vivre semblant aussi tenace que celle de sa mère. Chaque jour, ses constantes vitales s'amélioraient progressivement et Jean-Marc ne cachait plus son optimisme. « Il a l'étoffe d'un battant », déclara-t-il un matin en changeant les bandages du petit félin. Comme sa mère. Nico, quant à lui, s'adaptait étonnamment bien à sa nouvelle situation. Initialement renfermé et craintif, il avait commencé à répondre positivement aux soins de Claire, acceptant la nourriture de sa main et autorisant même des caresses prudentes lorsqu'il était d'humeur sociable. Ce matin-là, le maire avait convoqué une réunion spéciale à la mairie pour discuter de l'avenir des orphelins. Outre Claire, Jean-Marc et Maurice, plusieurs officiels étaient présents, dont un représentant de l'Office français de la biodiversité, venu spécialement de Chambéry. André Lefort avait également été invité à la fois en tant que propriétaire des chiens responsables et membre influent de la communauté. « Merci à tous d'être venus si rapidement », commença le maire, son expression grave soulignant l'importance de la situation. « Comme vous le savez, nous sommes confrontés à une situation sans précédent avec ces orphelins de lynx. Madame Dufresne a une proposition à nous soumettre concernant leur avenir. » Tous les regards se tournèrent vers Claire qui se leva, un dossier à la main. Les dernières nuits blanches se lisaient sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. « D'après les experts que j'ai consultés, commença-t-elle, le transfert immédiat de ces petits vers un centre de réhabilitation conventionnel présente plusieurs problèmes. D'abord, Léo est encore trop fragile pour voyager. Ensuite, les centres existants sont souvent surchargés et manquent de ressources pour un suivi personnalisé. » Elle fit une pause, consciente que sa proposition allait susciter des réactions contrastées. « Je propose donc la création d'un petit centre de réhabilitation temporaire, ici même à Saint-Martin-sur-Lac. J'offrirai mon terrain comme site principal, et avec l'aide de Jean-Marc et d'autres spécialistes, nous pourrions assurer aux petits les meilleures chances de survie et éventuellement de retour à la vie sauvage. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le représentant de l'OFB, M. Rivière, fut le premier à réagir. « Madame Dufresne, votre dévouement est admirable, mais la réhabilitation des félins sauvages nécessite des installations spécifiques, un personnel formé, des autorisations complexes. J'ai tout prévu. » L'interrompit Claire, ouvrant son dossier pour en extraire plusieurs documents. Voici les plans d'un enclos adapté, conçu selon les normes recommandées par le programme de réintroduction du lynx dans le Jura. J'ai également contacté le docteur Elena Vasiliev, spécialiste internationale des félins sauvages, qui accepterait de superviser le projet à distance et de venir périodiquement sur place. Elle distribua des copies de son projet, comprenant budget, plan technique
et calendrier prévisionnel. La minutie de sa préparation impressionna visiblement l'Assemblée. Ce serait temporaire, précisa-t-elle. Environ 8 mois, le temps nécessaire pour que les petits atteignent l'âge où ils pourraient être relâchés en toute sécurité. L'enclos principal serait construit sur mon terrain, avec une extension dans la forêt adjacente pour les phases avancées de leur apprentissage à la chasse. Jean-Marc intervint pour appuyer ses propos. D'un point de vue vétérinaire, cette solution présente des avantages indéniables. Les petits resteraient dans un environnement qu'ils connaissent déjà, avec des odeurs familières, ce qui réduirait considérablement leur stress. Le représentant de l'OFB semblait partagé, tiraillé entre le respect des procédures standards et l'évidente pertinence de la proposition de Claire. « Et le financement ?» demanda-t-il finalement. « Un tel projet nécessiterait des ressources considérables. » Claire prit une profonde inspiration. « J'utiliserai mes économies personnelles pour couvrir les frais initiaux. Pour le reste, je contribuerai, » intervint soudainement André Lefort, surprenant tout le monde. « C'est le moins que je puisse faire, étant donné les circonstances. » Le visage habituellement sévère de l'éleveur s'était adouci, révélant une vulnérabilité que peu avaient eu l'occasion d'observer. « Mes chiens ont causé cette tragédie. Je dois en assumer les conséquences, non seulement légales, mais morales. Si mon soutien financier peut aider ces orphelins, alors je le fournirai. » Un silence étonné suivit cette déclaration. Claire regarda André avec une nouvelle compréhension. Derrière le masque du fermier obstiné se cachait un homme capable de reconnaître ses erreurs et de chercher à les réparer. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, » reprit le maire, ramenant la discussion à des considérations plus pratiques. « Un tel projet nécessiterait l'approbation et le soutien de la communauté. » « Justement, » répondit Claire, « je crois que cela pourrait devenir un projet fédérateur pour notre village. Une occasion de transformer une tragédie en quelque chose de positif. » Elle se tourna vers les autres participants, son regard s'attardant sur chacun d'eux. « Nous pourrions impliquer l'école locale dans le suivi éducatif du projet, les artisans pour la construction des installations, les commerçants pour le ravitaillement. Saint-Martin-sur-Lac deviendrait un modèle de cohabitation réussi entre l'homme et la nature sauvage. » Sa passion était contagieuse, et Claire put voir l'intérêt s'éveiller dans les yeux de plusieurs participants. Même le représentant de l'OFB semblait reconsidérer sa position. « Il existe des précédents, » admit-il. « Des projets communautaires de ce type ont été menés avec succès dans d'autres régions, mais jamais pour des lynx à ma connaissance. Alors nous serons les premiers, » conclut Claire avec un sourire déterminé. La discussion se poursuivit pendant plus de 2 heures, abordant tous les aspects pratiques, légaux et financiers du projet. Des objections furent soulevées, des solutions proposées. Progressivement, l'idée initialement controversée de Claire gagnait en crédibilité et en soutien. À la fin de la réunion, le maire proposa un vote consultatif. À l'exception de 2 abstentions, tous les participants se prononcèrent en faveur du projet, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des instances supérieures. « Je porterai personnellement ce dossier auprès du préfet, » promit M. Rivière. Avec l'appui de l'OFB, les chances d'approbation sont significatives. En sortant de la mairie, Claire fut rattrapée par André. L'homme semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours, le poids de la culpabilité ayant creusé de nouvelles rides sur son visage buriné. « Je tenais à vous dire, » commença-t-il maladroitement, cherchant ses mots. « Ce que vous faites pour ces petits, c'est remarquable. » Claire observa cet homme qui, quelques jours plus tôt, incarnait tout ce qu'elle combattait, la méfiance envers la nature sauvage, la priorité donnée aux intérêts humains sur la préservation des espèces. Aujourd'hui, elle voyait au-delà de cette façade. « André, » dit-elle doucement, « pourquoi ne viendriez-vous pas voir les petits? Ils vont bien, vous savez. Particulièrement Nico. Il commence même à jouer. » L'éleveur parut surpris par cette invitation inattendue, mais acquiesça avec une gratitude évidente.
Ils marchèrent ensemble jusqu'à la clinique, partageant un silence qui n'était plus hostile, mais empreint d'une compréhension mutuelle née de l'adversité partagée. À la clinique, Jean-Marc les accueillit avec de bonnes nouvelles. Léo avait mangé seul pour la première fois depuis son opération, un signe encourageant de rétablissement. André s'approcha avec précaution de la cage où se trouvait le petit blessé. Léo le regarda avec ses yeux jaunes perçants si caractéristiques de son espèce, une intelligence sauvage brillant dans son regard. « Il vous ressemble », dit soudain André à Claire. Même détermination dans le regard, même refus d'abandonner face aux obstacles. Claire fut touchée par cette observation inattendue. « Je crois que c'est Lyra qu'il me rappelle, cette même force tranquille, cette dignité face à l'adversité. Nous n'avons pas pu organiser des funérailles pour elle, dit doucement André. Mais peut-être devrions-nous, je ne sais pas, faire quelque chose pour honorer sa mémoire. » Claire regarda l'éleveur avec surprise et gratitude. « J'aimerais beaucoup cela, André, et je crois que les petits aussi, d'une certaine façon. » Le lendemain matin, un petit groupe se rassembla à l'endroit où Maurice avait trouvé le corps de Lyra. Claire, Jean-Marc, André, Maurice et le maire avaient décidé d'un commun accord que la femelle lynx méritait un dernier hommage. Sous un vieux pin majestueux, ils enterrèrent Lyra dans un silence respectueux. Claire avait apporté une simple plaque de bois sur laquelle elle avait gravé « Lyra, mère courageuse, tu vis maintenant à travers tes petits ». Alors qu'ils se recueillaient autour de cette tombe improvisée, Claire réalisa que quelque chose d'important était en train de naître à Saint-Martin-sur-Lac. Au-delà du projet de réhabilitation des orphelins, une nouvelle conscience émergeait, celle de la valeur de la vie sauvage et de la responsabilité partagée envers elle. Les semaines suivantes transformèrent complètement la propriété de Claire. Ce qui avait commencé comme un simple chalet isolé devint progressivement le centre d'une activité intense et coordonnée. Les autorisations officielles, accélérées grâce à l'intervention de M. Rivière et au soutien du maire, arrivèrent plus rapidement que prévu, permettant au projet de prendre forme concrètement. L'enclos principal, conçu selon les spécifications d'Elena Vasiliev, la spécialiste des félins sauvages, fut construit en un temps record grâce à la mobilisation des artisans locaux. Une structure de près de 100 mètres carrés, délimitée par une clôture spéciale assez haute pour contenir des lynx adultes, mais conçue pour être aussi discrète que possible dans le paysage. À l'intérieur, tout avait été pensé pour reproduire l'habitat naturel des lynx, des rochers pour grimper, des troncs d'arbres, des cachettes stratégiquement placées, et même un petit ruisseau artificiel alimenté par la source qui traversait le terrain de Claire. Un système de caméras discrètes permettait une surveillance constante sans perturber les petits félins. « C'est remarquable », commenta Elena Vassiliev lors de sa première visite, son accent russe ajoutant une musicalité particulière à ses paroles. « En 20 ans de travail avec les félins sauvages, je n'ai jamais vu une communauté se mobiliser ainsi. » Claire observait avec fierté le résultat de leurs efforts collectifs. Ce n'était pas gagné d'avance. Il y a encore un mois, la moitié du village voulait voir Lyra partir. La tragédie change souvent notre perspective, répondit Elena, son regard expérimenté évaluant les moindres détails de l'installation. Les humains ont tendance à s'opposer à ce qu'ils ne comprennent pas. Mais une fois qu'ils s'impliquent, qu'ils se sentent partie prenante, les miracles deviennent possibles. Le transfert des petits lynx de la clinique vers leur nouvel habitat fut un moment délicat. Léo, bien que rétabli de ses blessures, restait fragile, et le stress du déplacement préoccupait Jean-Marc. Quant à Nico, plus robuste physiquement, il avait développé un attachement évident envers Claire, ce qui posait d'autres types de défis pour sa future réintroduction dans la nature. « Nous devons être extrêmement prudents », avait insisté Elena lors de la réunion préparatoire. L'objectif final reste de leur permettre de retourner à la vie sauvage. Cela signifie maintenir une distance émotionnelle,
limiter les interactions humaines au strict nécessaire et surtout, leur enseigner à chasser. Ces recommandations, bien que rationnelles, étaient difficiles à suivre pour Claire, qui avait développé un lien profond avec les orphelins. Mais elle comprenait la nécessité de ces mesures et s'efforçait de respecter le protocole établi par Elena. Le jour du transfert, seules les personnes essentielles étaient présentes, Claire, Jean-Marc, Elena et Maurice, qui supervisaient l'aspect sécuritaire de l'opération. Les petits lynx, sédatés légèrement pour minimiser leur stress, furent transportés dans des cages spéciales jusqu'à l'enclos. Maintenant, nous nous retirons et les laissons explorer leur nouvel environnement, ordonna Elena, une fois les cages ouvertes. Les caméras nous permettront de suivre leurs réactions sans les perturber. Claire eut du mal à s'éloigner, son instinct maternel la poussant à vouloir rester près des petits, mais la main ferme d'Elena sur son épaule la guida vers la cabane d'observation située à distance respectable. À l'intérieur, plusieurs écrans affichaient les images des différentes caméras. Ils observèrent en silence comment Léo puis Nico émergèrent prudemment de leur cage, reniflant l'air avec méfiance avant de s'aventurer pas à pas dans leur nouveau territoire. « Regardez !» chuchota Elena, bien que les lynx ne puissent pas l'entendre. Ils reconnaissent certaines odeurs. J'ai fait frotter les troncs avec des branches provenant de l'endroit où vivait leur mère. En effet, les petits semblaient particulièrement attirés par ces troncs, s'y frottant et les reniflant longuement, comme s'ils retrouvaient une trace fantôme de Lyra. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. L'équipe se relayait pour surveiller les orphelins, noter leur comportement et assurer leur alimentation selon un protocole strict visant à développer progressivement leurs instincts de chasse. Claire avait aménagé son emploi du temps pour passer chaque matin et chaque soir à la cabane d'observation, compilant méticuleusement des données pour le journal de bord du projet. Le reste de son temps était consacré à la coordination avec les différents partenaires et à la communication auprès du public, car le projet avait rapidement dépassé les frontières de Saint-Martin-sur-Lac. Des médias régionaux, puis nationaux, s'étaient intéressés à cette initiative communautaire inhabituelle. Claire, initialement réticente à cette exposition médiatique, avait fini par l'accepter comme un moyen de sensibiliser le grand public à la cause des lynx et, plus largement, à la préservation de la biodiversité. Le projet Lyra, comme on l'appelait désormais, attirait des visiteurs de toute la région. Une zone d'observation publique avait été aménagée à distance respectueuse de l'enclos, permettant aux visiteurs d'apercevoir parfois les petits félins sans les déranger. Des panneaux éducatifs, conçus par l'école du village, expliquaient l'importance écologique du lynx et les défis de sa conservation. « Tu as créé bien plus qu'un centre de réhabilitation », lui dit Jean-Marc un soir, alors qu'ils observaient Léo s'exercer à grimper sur un rocher particulièrement escarpé. « Tu as changé la perception de toute une communauté. » Claire sourit, touchée par ce compliment. « Nous l'avons fait ensemble. Même André s'implique maintenant pleinement. » En effet, l'éleveur s'était révélé être un soutien inattendu mais précieux. Non content de contribuer financièrement, il avait mis à disposition plusieurs hectares de son terrain pour la phase suivante du projet, l'extension forestière où les lynx apprendraient à chasser en conditions semi-naturelles. Plus surprenant encore, André avait commencé à sensibiliser ses collègues éleveurs à la coexistence avec les prédateurs sauvages. Son expérience douloureuse avec Lyra l'avait transformé en un improbable ambassadeur de la cause. « Les gens peuvent changer », commenta Jean-Marc, observant l'évolution de Léo qui, semaine après semaine, gagnait en agilité et en confiance. Les animaux aussi d'ailleurs. Regarde-le. Qui aurait cru qu'il survivrait à ses blessures? Léo était effectivement devenu le symbole de la résilience pour tous ceux impliqués dans le projet. Sa cicatrice, toujours visible sur son flanc, ne l'empêchait plus de se mouvoir avec la grâce naturelle de son espèce. Chaque jour, il devenait un peu plus le prédateur qu'il était destiné à être. Nico,
bien que physiquement indemne, avait traversé une période plus difficile d'adaptation. Plus sociable que son frère, il avait d'abord cherché activement le contact humain, se positionnant près des zones où il pouvait apercevoir Claire ou les autres soignants. « C'est normal », avait expliqué Elena. « Il associe les humains à la sécurité et à la nourriture. Notre défi sera de rediriger progressivement cet attachement vers son environnement naturel et vers son frère. » La spécialiste avait élaboré un programme spécifique pour Nico, réduisant graduellement les contacts visuels avec les humains et renforçant son lien fraternel avec Léo à travers des jeux et des activités partagées. Au fil des semaines, les résultats devinrent visibles. Les deux frères, initialement perturbés par leur traumatisme, retrouvaient progressivement les comportements typiques des jeunes lynx: jeux de poursuite, exercices de chasse sur des proies factices, exploration minutieuse de leur territoire. « Ils sont presque prêts pour la phase 2, annonça Elena lors d'une réunion d'équipe, 6 semaines après l'ouverture du centre. L'extension forestière devrait être accessible dès la semaine prochaine, si les derniers aménagements sont terminés à temps. Cette nouvelle phase représentait une étape cruciale. Les lynx auraient accès à un espace beaucoup plus vaste, moins contrôlé, où ils pourraient commencer à chasser de petites proies vivantes spécialement introduites pour leur apprentissage. L'excitation était palpable parmi l'équipe, mais Claire ressentait également une pointe d'appréhension. Chaque étape vers l'indépendance des petits était aussi un pas vers leur séparation finale. « Tu savais dès le début que c'était temporaire », lui rappela Jean-Marc avec douceur, percevant son trouble. « L'objectif a toujours été de les rendre à la nature. »« Je sais, » soupira Claire, « et je le veux vraiment. Mais tu t'es attaché à eux, » compléta-t-il. « C'est normal, Claire. L'important est que cet attachement ne compromette pas leur réhabilitation. » Claire acquiesça, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Son affection pour Léo et Nico ne devait pas devenir un obstacle à leur liberté retrouvée. Cette résolution fut mise à l'épreuve dès le lendemain, lorsqu'un appel urgent d'André bouleversa leur plan soigneusement établi. « Des braconniers », annonça André, sa voix habituellement posée tremblant d'indignation. « J'ai trouvé des pièges près de la zone d'extension forestière. Des collets, Claire, le genre qui étrangle lentement. » Claire sentit son sang se glacer. Les collets étaient parmi les méthodes de braconnage les plus cruelles, causant une mort lente et douloureuse aux animaux qui s'y faisaient prendre. « Tu es certain qu'ils sont récents ?» demanda Jean-Marc, qui avait rejoint Claire dès l'appel d'André. « Absolument. La terre était fraîchement retournée et j'ai trouvé des mégots de cigarettes encore odorants à proximité. Ils étaient là cette nuit, peut-être même ce matin à l'aube. » Maurice, alerté par André, était déjà sur place pour sécuriser les preuves et tenter d'identifier les responsables. Le garde forestier avait immédiatement prévenu les gendarmes, mais dans ces vastes étendues forestières, retrouver des braconniers était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. « Ce qui m'inquiète, » poursuivit André, « c'est qu'ils semblent avoir ciblé spécifiquement la zone prévue pour l'extension, comme s'ils savaient que des lynx allaient y être introduits. » Claire et Jean-Marc échangèrent un regard préoccupé. Le projet Lyra avait reçu une couverture médiatique significative. Malgré leurs efforts pour garder confidentiels certains détails techniques, la localisation générale du centre était connue. « C'est un revers, mais pas une défaite », déclara Claire après un moment de réflexion. « Nous devrons renforcer la sécurité et peut-être retarder l'ouverture de l'extension forestière jusqu'à ce que nous soyons certains que la zone est sûre. » Elena, informée de la situation, se montra plus pessimiste. Lors d'une vidéoconférence d'urgence le soir même, la spécialiste exprima ses préoccupations. « Ce n'est peut-être pas un incident isolé », avertit-elle, son visage grave sur l'écran de l'ordinateur. « Dans d'autres projets similaires, nous avons observé une résistance active de certains groupes opposés
à la réintroduction des prédateurs. Braconnage, sabotage, campagne de désinformation. Mais notre communauté soutient majoritairement le projet, protesta Claire. Même les plus sceptiques comme André sont maintenant impliqués. Elena acquiesça. La communauté locale, oui. Mais il existe des opposants plus organisés, parfois venus d'ailleurs. Des gens qui considèrent les prédateurs comme une menace pour certaines activités comme la chasse commerciale ou l'élevage intensif. Cette révélation jeta un froid dans l'équipe. Le projet Lyra, qui progressait si bien, se trouvait maintenant confronté à une menace qu'il n'avait pas anticipée. L'opposition active de personnes prêtes à recourir à des méthodes illégales pour le faire échouer. Une réunion de crise fut organisée le lendemain à la mairie, rassemblant tous les acteurs du projet, ainsi que le commandant de la gendarmerie locale. Les discussions furent longues et parfois tendues, chacun proposant des solutions reflétant ses préoccupations et ses responsabilités. Nous pourrions installer un système de surveillance plus sophistiqué, suggéra Jean-Marc. Des caméras avec détection de mouvements sur l'ensemble du périmètre. Et organiser des patrouilles, ajouta Maurice. Des volontaires formés qui se relaieraient pour surveiller la zone. Le maire, soucieux de l'impact sur la communauté, proposa une approche plus diplomatique. Nous devons également comprendre d'où vient cette opposition et tenter de dialoguer. Si nous traitons cela uniquement comme un problème de sécurité, nous risquons d'alimenter les tensions. Claire écoutait attentivement chaque proposition, consciente que la décision finale lui reviendrait en grande partie en tant qu'initiatrice du projet. Mais au fond d'elle-même, une question lancinante demeurait. Ces obstacles supplémentaires étaient-ils un signe qu'il faisait fausse route? Après la réunion, elle s'isola dans la cabane d'observation, regardant Léo et Nico à travers les écrans. Les deux petits lynx avaient développé une complicité touchante, se chamaillant joyeusement dans leur enclos, inconscients des préoccupations humaines qui les entouraient. « Que feriez-vous si vous pouviez choisir ?» murmura-t-elle à leur image. « Rester dans cette sécurité artificielle ou affronter les dangers du monde sauvage ?» « Ils choisiraient la liberté », répondit une voix derrière elle. André se tenait dans l'embrasure de la porte, son imposante silhouette se détachant contre la lumière du jour. Comme tout être vivant. Claire ne fut pas surprise par cette intrusion. D'une certaine façon, elle avait espéré qu'André viendrait. Parmi tous les membres du projet, il était peut-être celui qui comprenait le mieux sa confusion actuelle. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» demanda-t-elle doucement. André s'approcha, observant les écrans où les petits lynx continuaient leur jeu. « J'ai passé ma vie entouré d'animaux, Claire, domestiques et sauvages, et j'ai appris une chose. La sécurité n'est jamais un substitut à la liberté. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Quand mes chiens se sont échappés ce jour-là, c'était ma faute. J'avais négligé une réparation à leur enclos. Mais vous savez quoi? Malgré le drame qui a suivi, je n'ai jamais pensé que les garder enfermés en permanence était la solution. Le risque fait partie de la vie. » Claire considéra ces paroles, surprise par la sagesse qu'elles contenaient. « Mais nous avons une responsabilité envers eux maintenant. Ils sont orphelins à cause de nous, à cause de nos chiens, de nos pièges, de notre invasion de leur habitat. » Oui, acquiesça André. Et cette responsabilité consiste à leur donner les outils pour survivre dans leur monde, pas à les garder dans le nôtre. Leurs regards se croisèrent, une compréhension mutuelle s'établissant entre eux malgré leurs différences initiales. « Ces braconniers, » reprit André avec une détermination nouvelle dans la voix, « ils ne représentent pas qui nous sommes, ni ce que nous voulons pour cette vallée. Nous les trouverons et nous protégerons le projet. » Cette conversation avec André marqua un tournant pour Claire. Au lieu de céder au découragement face à ces nouvelles difficultés, elle décida de transformer ce revers en opportunité pour renforcer le projet et son impact sur la communauté. Les jours suivants furent consacrés à la mise en œuvre d'un plan d'action multidimensionnel.
La sécurité autour du centre fut renforcée, des caméras supplémentaires installées et un système de patrouille de volontaires établi. Mais au-delà de ces mesures défensives, Claire initia également une campagne de sensibilisation plus large. Des réunions publiques furent organisées dans les villages voisins, où Jean-Marc et Elena expliquaient l'importance écologique du lynx boréal et le rôle du projet Lyra dans sa conservation. Des visites guidées du centre furent proposées aux écoles de la région, éduquant les plus jeunes sur la biodiversité locale. Plus surprenant encore, André ouvrit les portes de sa ferme pour une journée de découverte intitulée « Élevage et faune sauvage, une cohabitation possible ». Avec l'aide de Claire et de Maurice, il expliqua comment des pratiques agricoles adaptées pouvaient réduire les conflits avec les prédateurs sauvages et comment ces derniers contribuaient à l'équilibre global de l'écosystème. « Si on m'avait dit il y a 3 mois que je ferais ça, plaisanta-t-il pendant la visite, j'aurais dit qu'on avait trop abusé du génépi local. » Cette boutade, qui fit rire l'Assemblée, illustrait parfaitement l'évolution remarquable des mentalités à Saint-Martin-sur-Lac. La tragédie de Lyra avait paradoxalement ouvert la voie à une compréhension plus profonde et plus nuancée de la relation entre l'homme et la nature sauvage. Pendant ce temps, Léo et Nico continuaient leur progression, sous la supervision d'Elena, qui avait prolongé son séjour en raison des circonstances. Ils développèrent rapidement les compétences nécessaires à leur survie future. L'extension forestière, après une inspection minutieuse et l'élimination de tous les pièges, fut finalement ouverte avec 2 semaines de retard sur le planning initial. Le jour où les petits lynx découvrirent pour la première fois cet espace plus vaste et plus naturel fut un moment d'émotion intense pour toute l'équipe. « Regardez comme ils sont prudents », commenta Elena, observant comment les 2 frères testaient chaque nouveau territoire, reniflant, écoutant, analysant avant de s'aventurer plus loin. C'est exactement ce dont ils auront besoin dans la nature. Cette méfiance instinctive est leur meilleure protection. Claire observait la scène avec un mélange de fierté et de mélancolie. Les petits lynx qu'elle avait tenus dans ses bras, si vulnérables et dépendants, se transformaient progressivement en prédateurs confiants et autonomes. Leur comportement devenait chaque jour plus sauvage, plus distant, une évolution nécessaire mais qui ne manquait pas de lui serrer le cœur. « Vous les aviez préparés à ce moment depuis le début », lui dit doucement Elena, percevant son émotion. « C'est une réussite, Claire, pas une perte. » Claire acquiesça, reconnaissant la vérité de ses paroles. Le succès du projet Lyra ne se mesurerait pas à l'attachement que les lynx conserveraient envers les humains, mais précisément à leur capacité à s'en passer complètement. Cette réalisation fut confirmée quelques jours plus tard, lorsqu'un événement inattendu vint bouleverser une fois de plus le cours du projet. Ce fut Maurice qui découvrit l'impensable. Un matin de juillet, alors qu'il effectuait sa ronde habituelle autour du périmètre de l'extension forestière, il aperçut des traces qu'il reconnut immédiatement, celles d'un lynx adulte, trop grande pour appartenir à Léo ou Nico. Intrigué, il suivit ces empreintes sur plusieurs centaines de mètres, photographiant méticuleusement chaque indice. Lorsqu'il atteignit la limite nord du territoire, près d'un affleurement rocheux, la surprise le figea sur place. Là, sous le couvert d'un bosquet de sapins, se tenait un magnifique lynx adulte mâle, son pelage tacheté luisant sous les rayons de soleil qui filtraient à travers les branches. L'animal ne semblait pas effrayé, observant Maurice avec une curiosité tranquille, avant de disparaître silencieusement dans les profondeurs de la forêt. La nouvelle de cette présence inattendue provoqua une véritable onde de choc au sein de l'équipe du projet Lyra. « Un mâle adulte, si près de l'enclos », murmura Elena, examinant les photographies prises par Maurice. « C'est extraordinaire. Les lynx mâles sont extrêmement territoriaux et solitaires. Normalement, il aurait dû éviter cette zone fréquentée par les humains. » Jean-Marc, après avoir étudié les images, émit une hypothèse stupéfiante. «
Regardez cette marque distinctive sur son oreille gauche. Je me demande si... Il fouilla dans les archives du programme de réintroduction, comparant frénétiquement les photographies jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. « C'est lui », annonça-t-il finalement, son visage trahissant son émerveillement. LB27, relâché dans le massif il y a 4 ans. D'après les relevés génétiques, c'est presque certainement le père des petits. Claire sentit son cœur s'accélérer. Le père de Léo et Nico? Tu veux dire que ce mâle et Lyra formaient un couple, confirma Elena, partageant leur étonnement. C'est rare, mais pas impossible. Les lynx sont généralement solitaires, se retrouvant uniquement pour la période de reproduction, mais certains couples maintiennent un lien plus durable, partageant occasionnellement un territoire. Il l'a cherché, murmura Claire, une émotion indescriptible l'envahissant. Il a suivi sa trace jusqu'ici. Cette découverte bouleversante soulevait une question cruciale pour l'avenir du projet. Elena fut la première à l'exprimer clairement. Nous devons reconsidérer notre stratégie de réintroduction. La présence de ce mâle change complètement la donne. Si les petits étaient relâchés dans ce secteur, ils pourraient potentiellement rejoindre leur père, bénéficier de sa protection, apprendre de lui. Les jours suivants furent consacrés à observer discrètement le comportement du lynx mâle, que l'équipe avait commencé à appeler Étoile en raison de la marque blanche en forme d'étoile sur son poitrail. Étoile semblait avoir établi son territoire à proximité de l'extension forestière, se montrant occasionnellement à la limite de la zone sécurisée. Plus fascinante encore, Léo et Nico réagissaient à sa présence, même sans contact direct. Lorsque le vent portait l'odeur du mâle adulte, il devenait visiblement alerte, reniflant l'air avec insistance. « C'est l'instinct familial », expliqua Elena. Même sans l'avoir jamais rencontré, ils reconnaissent inconsciemment son odeur comme celle d'un parent. Cette situation inédite accéléra la dernière phase du projet. Avec l'accord de l'OFB et sous la supervision d'Elena, l'équipe élabora un plan audacieux. Au lieu d'attendre plusieurs mois supplémentaires comme initialement prévu, ils prépareraient Léo et Nico pour une libération anticipée dans le territoire où Étoile avait été observée. C'est risqué, admit Elena lors de la réunion finale. Mais c'est également une opportunité exceptionnelle. Dans la nature, les jeunes lynx restent généralement avec leur mère jusqu'à l'âge de 10 mois. Léo et Nico en ont presque 8 maintenant, et la présence potentielle de leur père pourrait compenser ce léger déficit d'apprentissage. Claire, malgré l'émotion que lui causait l'idée de se séparer si tôt des petits, soutint cette décision. Les semaines passées à observer leur évolution lui avaient montré qu'ils étaient prêts. Leur instinct de prédateur s'était pleinement développé, leurs compétences de chasse s'étaient affinées, et leur méfiance naturelle envers les humains s'était progressivement réinstallée. La veille du grand jour, Claire passa une dernière soirée à la cabane d'observation. À travers les écrans, elle regardait Léo et Nico, mémorisant chaque détail de leur apparence, chaque particularité de leur comportement. Demain, ils franchiraient la porte de l'extension qui les séparait encore de la véritable liberté et commenceraient leur vie de lynx sauvage. « Vous serez toujours les petits de Lyra », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais demain, vous deviendrez vraiment vous-même. » L'aube du jour de la libération se leva claire et douce, comme si la nature elle-même voulait faciliter cette transition. Seules les personnes essentielles étaient présentes. Claire, Jean-Marc, Elena, Maurice et, à la surprise générale, André, qui avait tenu à être témoin de ce moment. Pour boucler la boucle, avait-il simplement dit, son expression grave mais sereine, témoignant du chemin parcouru depuis la tragédie de Lyra. Aucune cérémonie grandiloquente, aucun discours. Juste un moment de recueillement silencieux avant qu'Elena n'active le mécanisme d'ouverture de la porte donnant sur la forêt véritable, au-delà de l'extension sécurisée. Léo fut le premier à s'approcher de cette ouverture vers l'inconnu. Il s'arrêta sur le seuil, reniflant l'air, ses oreilles pivotant pour capter le moindre son. Nico le rejoignit,
manifestant la même prudence instinctive. Pendant un instant qui sembla s'étirer indéfiniment, les deux jeunes lynx hésitèrent entre le confort familier de leur enclos et l'appel irrésistible de la forêt sauvage. Puis, comme répondant à un signal invisible, ils franchirent ensemble la frontière, leurs silhouettes tachetées se fondant rapidement dans la végétation. « C'est fait », murmura Helena, posant une main réconfortante sur l'épaule de Claire. « Maintenant, nous devons leur faire confiance. » Les jours qui suivirent furent à la fois anxiogènes et exaltants. Grâce aux minuscules émetteurs fixés à l'oreille des lynx, conçus pour se détacher naturellement après quelques mois, l'équipe pouvait suivre leurs déplacements sans interférer avec leur nouvelle vie. Les données révélèrent que Léo et Nico restaient ensemble, explorant méthodiquement leur nouveau territoire, s'éloignant progressivement du centre de réhabilitation. Plus significatif encore, leurs mouvements semblaient suivre occasionnellement ceux d'étoiles, suggérant des rencontres potentielles avec leur père présumé. 2 semaines après la libération, Maurice captura une image qui confirma leurs espoirs les plus fous. Dans la lumière dorée du crépuscule, Étoile et les 2 jeunes lynx marchant côte à côte sur une crête rocheuse, leur ressemblance indéniable même à distance. « La nature nous offre parfois des miracles », commenta simplement Jean-Marc lorsque cette photographie fut partagée avec l'équipe. 1 an s'était écoulé depuis cette journée mémorable. Le projet Lyra, initialement conçu comme une initiative temporaire, s'était transformé en un programme permanent de conservation et d'éducation. Le centre de réhabilitation avait été adapté pour accueillir d'autres espèces en détresse, devenant un modèle d'approche communautaire de la protection de la biodiversité. Claire, assise sur la terrasse de son chalet, contemplait le paysage maintenant familier de la vallée. L'automne parait les forêts de teintes flamboyantes, annonçant le retour prochain de l'hiver. Sur ses genoux reposait un livre presque terminé. Le récit de l'histoire de Lyra et de ses petits, agrémenté des photographies exceptionnelles qu'elle avait capturées tout au long de cette aventure. Les bénéfices de sa publication seraient intégralement reversés au programme de conservation du lynx dans les Alpes. Son téléphone vibra, affichant un message de Maurice. « Visite surprise à la lisière Est. Viens vite. » Le cœur battant, Claire attrapa ses jumelles et se précipita vers le point d'observation que Maurice avait établi à la limite de son terrain. Le garde forestier l'attendait, un sourire énigmatique aux lèvres, pointant silencieusement vers une clairière en contrebas. Là, majestueuse dans la lumière automnale, se tenait une silhouette familière, Léo, reconnaissable à la légère cicatrice sur son flanc, devenu un magnifique lynx adulte. À ses côtés, un autre lynx plus petit, probablement une jeune femelle. « Il a trouvé une compagne », chuchota Maurice. Le cycle continue. Claire observa cette scène, les larmes brouillant sa vision. Dans ce moment parfait, elle ressentit la présence invisible de Lyra, comme si la mère lynx contemplait également, de quelque au-delà mystérieux, la réussite de sa progéniture. Léo et sa compagne disparurent bientôt dans les profondeurs de la forêt, retournant à cette vie secrète que les humains ne pouvaient qu'entrevoir. Mais leur passage avait laissé une empreinte indélébile, non seulement sur les sols forestiers, mais dans les cœurs et les esprits de toute une communauté. « Merci, Lyra », murmura Claire dans le silence de la montagne, « pour être venue dans mon jardin ce jour d'hiver. » Le vent bruissa doucement dans les arbres, comme un écho lointain du ronronnement d'un lynx. Claire sourit, comprenant enfin que certaines connexions transcendent les frontières entre espèces, entre vie et mort, entre sauvages et domestiqués. Dans ce jardin improbable de la coexistence, un nouveau chapitre commençait, nourri par les racines profondes de ce qui avait précédé.